Bonjour, je vais vous lire Bonne Season, tome 1, qui s'intitule Saison d'os. Chapitre 1, La malédiction. J'aime à croire que nous étions initialement plus nombreux. Pas des milliards, mais plus aujourd'hui. Nous sommes la minorité que l'humanité refuse d'accepter. Au moins dans le cadre de la réalité, mais même l'imagination est sujette à restriction. Nous ressemblons à tout le monde. Parfois, nous nous comportons comme tout le monde. Par bien des manières, nous sommes comme tout le monde. Nous sommes partout dans chaque rue. Nous vivons d'une façon que vous pourriez juger normale, à condition de ne pas y regarder de trop près. Nous ne savons pas tout ce que nous sommes. Certains d'entre nous meurent sans jamais l'apprendre. D'autres le découvrent et ne se font jamais attraper. Mais nous sommes là, croyez-moi. Jamais vécu dans ce district de Londres, autrefois appelé Islington, depuis mes 8 ans. À 16 ans, j'avais quitté mon école privée pour filles et trouvé du travail. C'était en l'an 2056, ou AS 127, selon le calendrier sionien. Les jeunes gens des deux sexes étaient censés gratter de quoi subvenir à leurs besoins par tous les moyens, et cela se passait généralement derrière l'un ou l'autre comptoir. Le secteur de ces services offrait quantité de jobs. Mon père pensait que je mènerais une existence simple. Il m'estimait brillante, mais dépourvue d'ambition, prête à me satisfaire du premier boulot qui me tomberait dessus. Comme d'habitude, il se trompait. À l'âge de 16 ans, j'avais intégré le milieu du crime organisé de Sion, Londres. Silo, comme on disait dans la rue. Je subissais au milieu d'impitoyables gangs de voyants prêts à s'écharper pour survivre. Un suzerain de l'ombre dirigeait cette pègre qui gangrénait la ville. Mis au ban de la société, nous n'avions plus d'autre choix que de nous tourner vers l'illégalité. Accentuant la haine à notre égard, nous donnions raison aux légendes. J'avais trouvé ma petite place dans ce chaos. J'étais une malhonnête, la protégée d'un seigneur mime. Mon boss était un type nommé Jackson Hall, le seigneur mime responsable de la zone 1-4. Nous étions 6 à dépendre directement de lui. Nous formions les 7 sceaux. Je ne pouvais l'avouer à mon père, il me croyait serveuse dans un bar à oxygène, un taf mal payé, mais honnête. Un mensonge pieux. Il n'aurait pas compris si je lui avais dit que je passais mon temps avec des criminels. Il ignorait que je me sentais à ma place avec eux, bien plus qu'avec lui. J'avais 19 ans le jour de ma vie changea, ou le jour de ma vie changea. Mon nom était alors bien connu dans la rue. Après une semaine éreintante au marché noir, j'avais prévu de passer le week-end avec mon père. Jacques ne pigeait pas que je puisse avoir besoin de congé. Pour lui, rien ne valait le boulot contrairement à moi. Il n'avait pas de famille. Pas vivante en tout cas. Même si je n'avais pas été proche de mon paternel, je me doutais plus ou moins obligé de rester en contact. Une bouffe par-ci, une bouffe par-là, un coup de fil par-là, un cadeau pour la novembrine. Le seul souci était ces questions incessantes. Et quel boulot tu fais? Et qui sont les amis? Et où habites-tu? Je ne pouvais pas lui répondre. La vérité était trop dangereuse. Il m'aurait peut-être envoyé lui-même à Tower Hill si je lui avais révélé. Peut-être aurais-je dû le faire malgré tout. Ou peut-être que ça l'aurait tué. En tout cas, je ne regrettais pas d'avoir rejoint le milieu. Mon travail n'était certes pas légal, mais il rapportait bien. Et comme le disait Jacques, mieux vaut être hors la loi que clamsé. Il pleuvait ce jour-là, mon dernier jour de boulot. Un respirateur artificiel me maintenait en vie. J'avais l'air morte, et d'une certaine manière, je l'étais. Mon esprit était partiellement détaché de mon corps. Un crime qui aurait pu me conduire à la potence.
J'ai dit que je travaillais pour la pègre. Laissez-moi préciser. J'étais une espèce de hackeuse, sans vraiment lire dans les pensées. J'arrivais à les repérer en me branchant sur les courants de l'éther. Je percevais les nuances des territoires, des rêves et des âmes solitaires. Des choses qui m'entouraient. Des choses que le voyant moyen n'aurait jamais ressenties. Jax m'utilisait comme un radar. Mon job était de surveiller toute activité éthérée dans son secteur. Il m'envoyait contrôler les autres voyants, histoire de découvrir ce qu'ils pouvaient cacher. Les premiers temps, il fallait que je me trouve dans la même pièce qu'eux, que je puisse les voir, les entendre et les toucher. Mais je m'étais bien vite rendu compte que je pouvais pousser plus loin. J'arrivais désormais à percevoir les événements se déroulant à distance. Un voyant marchant dans la rue, un regroupement d'esprits à Covent Garden, le jardin. Tant que j'étais sous respirateur, je pouvais me connecter à l'éther dans un rayon de plus d'1 kilomètre autour des 7 cadrans. Ainsi, quand il avait besoin de colporter des ragots sur ce qui se déroulait en 1-4, vous pouviez être sûr qu'il faisait appel à ma pomme. Il était convaincu que j'avais le potentiel pour aller plus loin, mais Nick avait toujours refusé de me laisser essayer. Nous ignorions quelles conséquences cela pouvait avoir sur moi. Évidemment, toute voyance était interdite, mais quand en plus il était question de gros sous, ça devenait un péché mortel. Il avait même inventé un terme pour ça, le crimine, un mot valise pour crime mime. Communiquer avec le monde des esprits pour le profit. La pègre avait bâti tout son empire sur le crimime. Pardon. Les voyants que je ne parvenais pas à entrer dans un gang louaient leurs dons clandestinement. Pour nous, c'était de la mendicité. Pour Sion, de la trahison. De tels crimes étaient passibles de mort. La méthode officielle pour les exécutions était l'asphyxie par nitrogène. Une trouvaille marketée sous le nom de Nit-Vit. Je me souviens encore des gros titres. Punir sans douleur, le dernier miracle de Sion. Selon eux, c'était comme prendre un cachet pour s'endormir. Toutefois, les pendaisons publiques avaient encore cours et la haute trahison pouvait donner lieu à des rares séances de torture. Dans mon cas, le simple fait de respirer était un acte de haute trahison. Mais revenons-en à nos moutons. Ce jour-là, Jackson m'avait branché au respirateur et envoyé en reconnaissance dans son secteur. Je me rapprochais d'un esprit local qui se baladait souvent dans le secteur 4. Je m'étais plusieurs fois efforcé d'obtenir un aperçu de ses souvenirs, mais quelque chose m'en avait toujours empêché. Son territoire de rêve ne ressemblait à aucun autre. Même Jax était perplexe. D'après l'empilement des mécanismes de défense, j'estimais l'âge de leur propriétaire à plusieurs milliers d'années, ce qui était impossible. La vérité était ailleurs. Jax était de nature méfiante. Il était établi que tout nouveau voyant visitant son secteur devait se présenter à lui dans les 48 heures. Selon lui, un autre gang était à l'œuvre là-dessous, mais personne en 1-4 n'avait assez d'expérience pour bloquer mes missions de reconnaissance. Nul ne soupçonnait mes capacités. Ce n'était pas Didion Waite qui dirigeait la deuxième plus grosse bande de la zone. Ce n'étaient pas non plus les mendiants affamés qui fréquentaient les cadrans. Pas plus que les seigneurs mimes territoriaux spécialisés dans les délits éthérés, il s'agissait d'autre chose. Des centaines d'esprits me dépassaient, éclats argentés, scintillant dans le noir. Ils déambulaient hâtivement dans les rues, à l'instar de leurs propriétaires. Je ne reconnaissais pas ces gens. Je ne pouvais distinguer leur visage, seulement les contours flous de leur conscience. Je ne me trouvais plus dans les cadrans. Ma perception m'avait porté bien plus au nord, même si j'étais incapable de préciser où.
Je suivais l'habituelle sensation de danger. L'esprit de cette personne non identifiée était tout proche. Il m'atterrit à travers l'éther, tel un feu follet, zigzagant entre ses congénères. Très rapidement, s'il m'avait repéré, comme s'il essayait de fuir. Je n'aurais pas dû suivre cette lumière. J'ignorais où elle me mènerait, et je ne m'étais déjà bien trop éloigné des 7 cadrans. Jackson t'a chargé de le retrouver. C'était pensée. Cette pensée était distante. Il va être furieux. Je poursuivis donc ma traque, me déplaçant intimement plus vite que je n'aurais pu le faire dans mon corps. Je luttais contre les limitations de ma position physique. Je distinguais désormais l'esprit solitaire. Il n'était pas argenté comme les autres. Non, il était sombre et froid, de glace et de pierre. Je fondais sur lui. Il était tellement, tellement proche, je ne pouvais plus le perdre à présent. Puis l'éther se mit à trembler autour de moi, et en une fraction de seconde, il disparut. Cet esprit inconnu m'avait de nouveau échappé. Quelqu'un me secouait. Mon cordon argenté, le lien unissait mon corps à mon esprit, était extrêmement sensible. C'était lui qui me permettait de tâter le contour des rêves à distance. Lui aussi qui pouvait me ramener dans mon enveloppe charnelle en un claquement de doigts. Quand je rouvris les yeux, Dany m'agitait un stylo lumineux au-dessus de la figure. Les pupilles réagissent, commenta-t-elle. Bien Danica, notre génie attiré, presque aussi intelligente que Jax, âgée de 3 ans de plus que moi, elle avait le charme et la sensibilité d'un coup sous la ceinture au moment de son recrutement. Nick l'avait qualifié de sociopathe. Selon Jax, c'était une affaire de personnalité. « Lève-toi et marche, rêveuse !» Elle me gifla sans ménagement. Bienvenue dans le monde de la chair fraîche. À défaut d'être agréable, la piqûre due à la baffe était un signe de bonne santé. Je détachai mon masque à oxygène. Je parvins à distinguer le triste éclat de notre antre. La piole de Jax était une véritable mine de produits de contrebande. Films, musique et livres interdits étaient dangereusement empilés sur des étagères poussiéreuses. On trouvait notamment une série de terreurs de gare, du genre qu'on pouvait dégoter au jardin le week-end, et un tas de brochures séditieuses. C'était le seul endroit au monde où je pouvais lire, regarder du cinéma indépendant, et faire tout ce qui me chantait. « Tu ne devrais pas me réveiller, comme ça, râlai-je. Elle connaissait les règles. Combien de temps suis-je resté là-bas? Où, à ton avis? Dany claqua les doigts. Ah oui, bien sûr, dans les terres. Désolé, je n'ai pas fait gaffe. Peu probable, Dany faisait toujours gaffe à tout. Je jetai un coup d'œil à l'affiche digitale de la machine. Dany l'avait fabriquée elle-même. Elle l'appelait son système de survie pour voyants morts, ou 2SVM. L'appareil régulait et contrôlait mes fonctions vitales quand je palpais l'éther sur de longues distances. Mon cœur se serra quand j'avisai les chiffres du chrono. 57 minutes, m'éclamai-je en me frottant les tempes. Tu m'as laissé dans l'éther pendant 1 heure. Peut-être. 1 heure entière. Les ordres sont les ordres. Jax voulait que tu aies percé à ce jour cet esprit mystérieux au crépuscule. Tu as réussi? J'ai essayé, ce qui signifiait que tu as échoué. Pas de prime pour toi. Elle avala son expresso d'une longue gorgée. Je n'arrive toujours pas à croire que tu aies perdu Anne Naylor. J'avais dû m'attendre à ce qu'elle remettait ça sur le tapis. Quelques jours plus tôt, j'avais été dépêché à une société de vente aux enchères pour y réclamer un esprit qui appartenait de droit à Jax, celui d'Anne Naylor, le fameux fantôme de Farrington. Malheureusement, quelqu'un avait proposé plus que moi. « On n'aurait jamais pu la récupérer, affirmai-je.
Didion n'aurait pas lâché le morceau, pas après ce qui s'est passé la dernière fois. Si tu le dis, de toute façon, je ne vois pas ce que Jacques aurait pu faire d'un poltergeist. Elle me jeta un coup d'œil. Au fait, il t'accorde ton week-end? Tu t'es débrouillé? J'ai invoqué des raisons psychologiques. Comment ça? Je lui ai dit que toi et tes appareils me rendiez dingue. Elle me balança son gobelet vide dessus. Je m'occupe de toi, petite ingrate. Mes appareils ne peuvent pas fonctionner tout seuls. J'aurais très bien pu m'en sortir, déjeuner et laisser s'assécher de ce qui te reste de cerveau. Effectivement, il aurait pu s'assécher. Arrête, tu vas me faire pleurer. Tu sais comment ça se passe? Jax nous donne tous les ordres. On obéit, on est payé. Va bosser pour Hector si t'es pas contente. Touché! Danny renifla avant de me rendre mes bottes de cuir râpées. Je les enfilai sans attendre. Où sont les autres? Élisadore. Elle eut une crise. Nous ne parlions de crise que lorsque l'un d'entre nous faisait une rencontre quasi fatale. Dans son cas, il s'agissait généralement d'une possession non sollicitée. Je me tournai vers la porte de son atelier. Est-ce qu'elle va bien? Elle s'en remettra. Je suppose que Nick est passé la voir. Je l'ai appelé. Il est toujours au chat avec Jax. Il a dit qu'il t'emmènerait chez son père à 17h30. Le Châteline était l'un des rares restos où nous pouvions manger, un bar-grill Chico, sur Nears Yard. Le proprio avait conclu un marché avec nous. En échange de gros pourboires, il nous balançait pas au vigile. Le bac chic nous revenait plus cher que le repas, mais ça en valait la peine. Il est donc en retard, constatai-je. Sans doute, un contretemps. Danny fait mine d'attraper son téléphone. Laisse tomber, dis-je en dissimulant ma tignasse sous ma casquette. Je ne voudrais surtout pas les interrompre en plein câlin. Tu ne peux pas y aller en métro? En fait, si. On se voit à ton enterrement? Ça ne risque rien. Ils n'ont plus vérifié la ligne depuis des semaines. Je me levai. On prend le petit-déj ensemble, Annie? Peut-être. Je vais sans doute devoir des heures sup à la bête. Elle jeta un coup d'œil sur l'horloge. Tu devrais y aller. Il est presque 18h. Elle avait raison. J'avais moins de 10 minutes pour me rendre à la station. J'attrapai mon manteau au passage et lançai un « Salut Peter !» à l'esprit tapin dans un coin. Il me répondit d'un rougeoiement las que je ressentis à défaut de le voir. Il était de nouveau déprimé. Le fait d'être mort avait tendance à lui peser. Il avait un protocole à respecter avec les esprits, au moins de notre secteur. Prenez Peter, par exemple. L'un de nos assistants, l'une de nos muses, était pour être exact. L'une de nos muses pour être exact. Pardon. Elisa le laissait la posséder par créneau de 3 heures quotidiennes qu'elle mettait à profit pour peindre son chef-d'œuvre. Quand elle avait fini, je m'empressai d'aller le refourguer au jardin à des amateurs d'art non avertis. Cela dit, Peter avait son caractère. Parfois, il s'écoulait des mois entre deux toiles. Dans notre situation, on ne s'encombrait pas d'éthique. C'est ce qui arrive quand on force une minorité à vivre dans le secret. C'est ce qui arrive quand le monde est si cruel. Il n'avait rien d'autre à faire que de s'en accommoder. Essayer de survivre, de gratter un peu de thunes, de prospérer dans l'ombre de l'archonte de Westminster. Mon job, ma vie était basée aux 7 cadrans. Selon le système de découpage urbain de Sion, le quartier se trouvait dans la cohorte 1, secteur 4, soit 1-4. Il se déployait autour d'une colonne érigée à Carrefour, tout près du marché noir de Covent Garden,
six cadrans solaires ornaient ce pilier. Chaque secteur était régi par son propre seigneur mime ou sa propre reine mime. Ensemble, ils formaient l'assemblée des anormaux qui prétendaient diriger la pègre. Cela dit, chacun faisait ce qu'il voulait sur son territoire. Les cadrans se trouvaient dans la cohorte centrale, où les crimes organisés étaient les plus puissants. C'est d'ailleurs pour cette raison que Jax s'y était installé. Pour cette raison que nous y restions, Nick était le seul à posséder la propre piole. Plus au nord, dans la Marylebone, nous ne nous y rendions qu'en cas d'urgence. Depuis 3 ans que j'ai bossé pour Jackson, il n'y en avait eu qu'une seule, quand la division de vigilance nocturne avait une descente sur les cadrans pour y débusquer les clairvoyants. Un indique nous avait prévenu 2 heures avant la rafle. Il ne nous en avait pas fallu plus qu'une seule pour déguerpir. L'air était froid et humide. Une soirée typique du mois de mars. Je percevais des esprits avant l'ère de Sion. Les cadrans étaient dans un quartier pauvre et on trouvait encore une foule d'âmes en peine traînant autour de la colonne, attendant un nouveau but dans l'existence. J'en rassemblais un certain nombre autour de moi, on n'est jamais trop prudent. Sion était à la pointe en matière de sécurité amorotique. La moindre référence à l'au-delà y était interdite. Frank Weaver nous jugeait anormaux, et à l'instar de tous les grands inquisiteurs auxquels il avait succédé, il avait appris au reste de la population londonienne à nous haïr. À moins de ne pouvoir faire autrement, nous ne sortions que lors des heures calmes, à savoir quand la DVN dormait et que la division de vigilance diurne prenait les relais. Les officiers de la DVD n'étaient pas voyants. Ils n'avaient pas non plus l'autorisation de faire montre d'autant de violence que leurs homologues de nuit. Pas en public en tout cas. Ceux de la DVN, c'était autre chose. Des voyants en uniforme, contraints de servir pendant 30 heures avant d'être euthanasiés. Un pacte avec le diable selon certains, mais cela leur conférait l'assurance de 30 années d'une existence confortable. La plupart des voyants n'avaient pas cette chance. L'histoire de Londres était jalonnée de tant de morts qu'il était difficile de trouver un lieu qui ne fût pas hanté. Les esprits formaient comme un filet de sécurité. À condition de recruter les bons, un fantôme trop fragile ne pouvait retenir un assaillant que quelques secondes. Les âmes ayant connu une vie de violence étaient les meilleures, ce qui expliquait leur prix au marché noir. Jack l'Éventreur aurait coûté des millions à son acquéreur potentiel, si seulement on parvenait enfin à le retrouver. Certains prétendaient encore qu'il s'agissait d'Édouard VII, le prince déchu, le roi sanglant. Selon Sion, il était le premier clairvoyant de l'histoire, mais je n'avais jamais vraiment adhéré à cette hypothèse. Je préférais me dire que nous avions toujours existé. Il commençait à faire sombre. La lune était telle, un sourire blanc et narquois, au milieu du ciel doré du crépuscule. Et juste en dessous d'elle s'est déployée la citadelle. Les 2 brasseurs, le bar à oxygène de l'autre côté de la rue, débordé d'amorotiques, des gens normaux. Les voyants les disaient atteints d'amorose, alors que clamaient que nous souffrions de clairvoyance. Les pourris étaient un autre de leurs surnoms. Ce terme m'avait jamais plu. Cela leur donnait l'air d'être en décomposition, un tantinet hypocrite, vu que nous conversions avec les morts.
Je boutonnai ma veste et rabattis sur mon front la visière de ma casquette. Tête basse, yeux grands ouverts, voilà l'une des seules règles que je respectais. Certainement pas la loi des Sions. Votre avenir pour un bob, juste un bob, Mdel. Le meilleur oracle de Londres, Mdel, juré craché, une petite pièce pour un pauvre mendiant. Ah merde, c'était un dialogue là. La voix était celle d'un homme maigre, engoncé d'une veste encore plus étriquée que lui. Je n'avais plus vu de mendiant depuis un moment. Il se faisait rare dans la cohorte centrale, où la plupart des voyants appartenaient au milieu. Je lus son aura. Il était pas du tout oracle, mais devin. Un devin particulièrement stupide. Les seigneurs mimes crachaient sur les mendiants. Je me dirigeai droit vers lui. « À quoi vous jouez ?» Je l'attrapai par le col. « Vous avez perdu la tête ?»« Pitié, Madel, j'ai faim !» Sa voix était rendue rauque par la déshydratation. Il avait les tics faciaux d'un accro à l'oxygène. « J'ai nulle part où aller. Les dites pas au dompteur, hein? Je voulais juste... »« Alors dégagez d'ici !» Je lui glissai quelques billets dans la pomme. « Je me fous de savoir où vous allez, mais ne restez pas dans la rue. Trouvez-vous un pieu, et si demain vous voulez mendier, faites-le dans la cohorte 6, pas ici. Pigé ? Soyez béni, Madel. » Il ramassa ses maigres effets, parmi lesquels se trouvait une boule de verre, moins chère que le cristal. Je le regardai d'étaler vers Soho. Pauvre gars, s'il gaspillait mon argent dans un bar à oxygène, il serait de retour dans la rue en un rien de temps. Ce n'était pas un cas isolé. Ils étaient nombreux à se brancher à une canule et à se gaver d'air parfumé pendant des heures. C'était la seule drogue autorisée dans la citadelle. Quoi qu'il en fût, ce mendiant était désespéré. Il s'était peut-être fait éjecter par la pègre ou par sa famille. Je n'allais pas lui poser la question. Personne ne l'aurait fait. La station 1-4B était généralement bondée. Les amorotiques n'avaient rien à craindre du métro. Leur aura ne pouvait pas les trahir. La plupart des voyants évitaient les transports en commun, mais il valait parfois mieux monter dans une rame que déambuler dans la rue. Les agents de la DVN étant éparpillés dans toute la citadelle, les points de contrôle étaient rares. Chacune des 6 cohortes comportait 6 secteurs. Quiconque voulait sortir du sien, surtout de nuit, devait se munir d'un permis de transport et croiser les doigts. Les gardes souterrains étaient déployés à la nuit tombée. Affiliés à la division de vigilance nocturne, ils étaient composés de voyants dotés menant une existence normale. Ils servaient l'État pour rester vivants. Je n'avais jamais envisagé de travailler pour Sion. Les voyants se montraient souvent cruels entre eux. En ce sens, je pouvais comprendre ceux qui se retournaient contre les leurs. Je ressentais certainement une affinité avec eux. J'aurais été parfaitement incapable d'arrêter l'un d'eux. Même si, parfois, quand j'avais bossé dur pendant 2 semaines et que Jacques oubliait de me payer, je dois bien admettre que j'étais tenté. Je passais les contrôles avec 2 minutes d'avance. Puis, une fois les barrières franchies, je libérais ma meute. Les esprits n'aimaient pas être enchaînés loin du lieu qu'ils hantaient. Et ils auraient refusé de m'aider si je les y avais contraints. Ma tête me faisait mal. Le produit que Danny m'avait injecté se dissipait. 1 heure dans les terres. Jackson jouait vraiment avec mes limites. Sur le quai, des tubes Nixie, verts, indiquaient les horaires du métro. En dehors de ça, il n'y avait que peu de lumière. La voix enregistrée de Scarlett Burnish émanait des haut-parleurs. Ce train dessert toutes les gares depuis la cohorte 1, secteur 4, vers le nord. Veuillez préparer vos titres de transport.
Regardez bien les écrans de sûreté pour découvrir les communiqués de ce soir. Merci et bonne soirée. Ma soirée était loin d'être bonne. Je n'avais rien mangé depuis l'aube. Jax ne m'accordait une pause déjeuner que lorsqu'il était d'excellente humeur, ce qui était un poil plus rare que les pommes bleues. Un nouveau message s'affichait sur les écrans. Technologie de détection radiesthésique. Les autres voyageurs ne le remarquèrent même pas. Cette pub défilait sans arrêt. Dans une citadelle aussi peuplée que Londres, il est normal de craindre un jour de voyager à côté d'un individu anormal. Plusieurs silhouettes apparurent sur l'écran, chacune représentant un citoyen. L'une d'elles vira au rouge. La société Scissors teste actuellement des boucliers TDR dans les stations de Paddington et de Larkhontry. En 2061, nous devrions avoir installé de tels boucliers sensoriels dans 80% des gares de la cohorte centrale, ce qui nous permettra de limiter l'emploi de policiers anormaux dans le métro. Venez nous voir à Paddington ou demandez plus d'informations à un agent de la DVD. Les pubs se succédèrent, mais celle-ci me restait en tête. La TDR constituait la principale menace contre la société des voyants dans la citadelle. Selon Sion, elle permettait de détecter une aura à plus de 6 mètres. Si rien ne venait contrecarrer leur plan, nous serions forcés au confinement d'ici 2061. Évidemment, aucun des seigneurs mimes n'avait proposé de solution. Ils s'étaient contentés de se disputer et de se disputer encore, et de se disputer au sujet de leur dispute. Des auras vibraient de toute leur force dans la rue au-dessus de moi. J'étais un véritable diapason résonnant de leur énergie. Pour me changer les idées, je feuilletais mes papiers d'identité. On y trouvait ma photo, mon nom, mon adresse, mes empreintes digitales, mon lieu de naissance et ma profession. Madeleine Page E. Mahoney, résidente naturalisée en 1.5, née en Irlande en 2040, installée à Londres en 2048, à la suite des circonstances exceptionnelles. Employée dans un bar à oxygène en 1.4, d'où le permis de transport, blonde, yeux gris, 1m75, pas de signe distinctif particulier en dehors des lèvres sombres, sans doute dû à l'inhalation régulière de fumée. Je n'avais jamais fumé de ma vie. Une main moite se referma autour de mon poignet en me faisant sursauter. « Tu me dois des excuses !» Je lançai un regard assassin à un homme brun, paré d'un chapeau melon et d'une cravate blanche et sale. J'aurais pu le reconnaître à l'odeur. High Market Hector, l'un de nos rivaux les moins hygiéniques. Il puait tout le temps, les égouts. Malheureusement, il était aussi le suzerain de Londres, le grand patron de la pègre. Son territoire était surnommé l'arpent du diable. On a gagné la partie, dans les règles. Je me libérai d'une secousse. Vous n'avez rien de mieux à faire, Hector? Vous brossez les dents, par exemple? Commence donc par te laver la langue, petite tricheuse, et par respecter ton suzerain. Je ne suis pas une tricheuse. Oh, je crois bien que si. Il parlait à voix basse. Merde, j'ai pas parlé à voix basse. Chut. Peu importe les grands airs que peut donner ton seigneur mime. Vous n'êtes... Vous êtes... putain, c'est là qu'il parle à voix basse, je suis con. Peu importe les grands airs que peut se donner ton seigneur mime. Vous sept n'êtes que des sales petits tricheurs et menteurs. J'ai entendu dire que tu étais la plus douce du marché noir, ma petite rêveuse. Mais tu vas disparaître. Il me caressa la joue d'un bout d'un doigt. Ils finissent tous par disparaître. Et vous aussi? Nous verrons cela très bientôt. Il s'en pencha un peu plus vers moi pour me souffler à l'oreille. Sois très prudente sur la route, petite catin. Et il disparut dans le tunnel menant à la sortie. Je devais faire attention avec Hector. En tant que suzerain, il n'avait pas de pouvoir véritable sur les autres seigneurs mimes. Son seul rôle était de convoquer les réunions, mais il comptait bon nombre de partisans.
Il l'avait mauvaise depuis que mon gang avait battu ses laquais au Taroki, 2 jours avant la mise aux enchères de Naylor. Les gars d'Hector étaient mauvais perdants. Les gars d'Hector étaient mauvais perdants. Et le fait que Jackson se soit payé leur tronche n'arrangeait rien. La plupart des membres de notre bande avaient réussi à éviter de s'attirer un contrat. Mais Jax et moi étions trop rentre-dedans. La rêveuse pâle, mon petit nom dans la rue, figurait quelque part sur leur liste de clients à abattre. S'ils me coinçaient un jour, j'y passerais. Le métro arriva 1 minute plus tard, je me laissai tomber sur un siège. Il n'y avait qu'une personne dans la rame, un homme occupé à lire le quotidien Descendant. C'était un voyant, un médium. Je me raidis. Jax ne manquait pas d'ennemis, et nombre de voyants savaient que j'étais sa malhonnête. Il savait également que je vendais des toiles qui ne pouvaient avoir été peintes par la véritable Peter Claes. Je sortais ma tablette standard et choisis mon roman légal préféré. Sans ma horde d'esprit pour me protéger, mon seul moyen de défense était d'avoir l'air aussi normal et amorotique que possible. Tout en faisant défiler les pages, je gardais un œil sur mon compagnon de voyage. Je savais qu'il m'avait repéré, mais ni lui ni moi n'étions décidés à parler. Puisqu'il ne m'avait pas encore attrapé par la peau du cou pour me passer à tabac, j'en déduisis qu'il ne comptait pas parmi les amateurs d'art récemment arnaqués. Je risquai un coup d'œil vers son exemplaire du Descendant, le seul journal encore imprimé à grande échelle. Il était trop facile de faire un usage abusif du papier. Avec les tablettes, nous ne pouvions télécharger que les rares médias autorisés par la censure. Les nouvelles habituelles me sautèrent au visage. 2 jeunes hommes pendus pour trahison au centre commercial suspect fermé dans le secteur 3. Un long article rejetant l'opinion anormale selon laquelle la Grande-Bretagne était isolée politiquement. Le journaliste considérait Sion comme un empire à l'état embryonnaire. Aussi loin que je me souvienne, j'avais toujours entendu ça. Si Sion était encore en gestation, je n'avais carrément aucune envie de me trouver encore dans les parages quand il jaillirait de l'œuf. Près de 2 siècles s'étaient écoulés depuis l'avènement de Sion. Celui-ci avait été établi en réaction à une menace potentielle à l'égard de l'Empire. L'épidémie, comme il disait, une épidémie clairvoyance. La date officielle remontait à 1901, quand j'avais imputé 5 meurtres effroyables à Édouard VII. Selon eux, le roi sanglant avait ouvert une brèche que nul ne pouvait refermer. Lui seul était responsable du fléau de clairvoyance s'abattant sur le monde, et ses partisans étaient surtout croissants et étaient partout, croisés et tués, puisant leur pouvoir dans une source de grand mal. Oh, c'est... S'ensuivit donc Sion, une république donc pour éradiquer cette maladie. Durant 50 ans, une véritable chasse aux voyants fut lancée où toutes les principales mesures politiques étaient orientées contre les anormaux. Les meurtres étaient systématiquement commis par des anormaux. Tous les actes de violence gratuite, les vols, les viols, les incendies criminels, tout ceci était l'œuvre des anormaux. Au fil des années, l'association secrète des voyants s'était développée dans la citadelle, avait donné naissance à une pègre organisée, véritable havre pour clairvoyants. Depuis lors, Sion avait redoublé d'efforts pour nous éliminer. Dès que le TDR fonctionnerait, notre mafia s'écroulerait et Sion deviendrait omnipotent. Il nous restait 2 ans pour agir, mais avec Hector, pour suzerain, je n'étais guère optimiste. Son règne n'avait qu'accroître la corruption.
Le métro traversa 3 stations sans incident. Je venais de terminer mon chapitre quand les lumières s'éteignirent. La rame s'immobilisa. Je compris ce qui s'est passé. Une fraction de seconde avant l'autre passager. Il se redressa alors sur son siège. « Ils vont fouiller le train !» J'essayais de parler pour confiner ses craintes, mais ma langue était aussi sèche que du coton. J'éteignis ma tablette. Une porte s'ouvrit dans la paroi du tunnel. L'écran Nixie de la rame annonçait « Alerte sécurité ». Je savais ce qui allait se produire. 2 gardes souterrains de faction, toujours l'un pour commander l'autre, généralement un médium. Je n'avais encore jamais été contrôlé, mais je savais que rares étaient les voyants qui en réchappaient. Mon cœur se mit à tambouriner. Je me tournai vers l'autre passager, tentant de jauger sa réaction. Il était médium, bien que pas particulièrement puissant. Je n'avais jamais très bien compris comment je parvenais à le déterminer. Je devais avoir des antennes, un truc dans le genre. « Il faut qu'on descende de ce train, dit-il, se mettant debout. Vous êtes quoi, mon cœur? Un oracle ?» Je ne répondis pas. « Je sais que vous êtes voyante, insista-t-il en tirant sur la poignée de la porte. Allez, mon cœur, ne restez pas assise ici. Il doit bien y avoir une issue quelque part. » Il s'épongea le front d'un revers de manche avant de reprendre. « Et il faut qu'il y ait un contrôle, juste, le jour où je demeurais parfaitement immobile. Les gardes souterrains avaient dû repérer un certain nombre de voyants à bord, sans quoi ils n'auraient pas coupé l'éclairage. Je savais qu'ils pouvaient percevoir notre aura, mais ils voudraient savoir précisément à qui ils avaient affaire. Ils montèrent dans notre rame, un avocateur et un médium. Le train recommença à avancer, mais la lumière ne revint pas. Il s'intéresse d'abord à mon compagnon. « Non !» il se raidit. « Linwood, raison de votre voyage. Je suis allé rendre visite à ma fille. »« Rendre visite à votre fille ? Vous êtes sûr que vous n'étiez pas plutôt en route pour une séance de spiritisme médium ?» Ces deux-là cherchaient la bagarre. « J'ai avec moi les papiers de l'hôpital, » répliqua-t-il. « Elle était très malade. J'ai l'autorisation d'aller la voir chaque semaine. Ouvrez encore une fois votre grande bouche et vous ne l'aurez plus. » Il se tourna vers moi et aboya. « Vous, où est votre carte ?» Je la sortis de ma poche. « Et votre permis de transport ?» Je lui tendis. Il prit quelques secondes pour le lire. « Vous travaillez dans le secteur 4 ?» « Oui. »« Qui vous a délivré ce permis ?»« Bill Bunbury, mon responsable. »« Je vois. Je dois toutefois vérifier autre chose. » Il me braqua sa torche droit dans les yeux. « Ne bougez pas. » Je ne sciais même pas. « Aucune vision d'esprit, » commenta-t-il. « Vous devez être oracle. Voilà qui n'est pas banal. » Je n'ai plus vu d'oracle depuis les années 40, intervint l'autre garde. Ils vont adorer. Son supérieur sourit. Il avait une colobome dans chaque œil, signe qu'il pouvait percevoir les esprits en permanence. « Vous allez me rapporter beaucoup d'argent, jeune femme. Permettez-moi juste d'examiner vos yeux encore une fois. »« Je ne suis pas oracle, affirmai-je. »« Bien sûr que non. Maintenant, fermez-la et faites-moi briller ces prunelles. » La plupart des voyants me prenaient pour un oracle. Erreur classique. Nos auras étaient similaires, de la même teinte. Le garde m'écarta les paupières du bout des doigts, tandis qu'il étudiait mes pupilles en quête de colobum manquant. En quête du colobum manquant. Mon compagnon d'infortune tenta d'atteindre la porte restée ouverte. La rame trembla lorsqu'il propulsa un esprit, son ange gardien. Les gardes souterrains. Le subalterne poussa un hurlement quand l'ange le percuta, lui battant le sens d'un tel fouet montant des blancs en neige. Oh, c'est terrible, je suis fatigué. Cependant, le garde numéro 1 était trop rapide. Avant que quiconque puisse réagir, il invoqua un groupe de
poltergeist. Ne bougez pas, médium. Linwood le toisa. Le petit quadragénaire était fin mais sec, et ses cheveux châtains grisonnaient légèrement aux tempes. Je ne voyais pas les géistes, ni grand-chose d'autre d'ailleurs à cause de la lampe que le garde m'avait forcé à regarder. Mais leur simple présence me rendait trop faible pour me déplacer. Je parvins enfin à en discerner trois. Je n'avais encore jamais vu personne contrôler un poltergeist. Alors, 3. Une sueur froide commença à me couler le long de la nuque. Alors que l'ange pivotait prêt à lancer un nouvel assaut, les geistes vinrent se positionner autour du garde souterrain. Suivez-nous calmement, médium, et nous demanderons à nos patrons de ne pas vous torturer. Faites ce que vous avez à faire, messieurs, répondit Linwood. Il leva la main. Je ne crains personne avec des anges à mes côtés. C'est ce qu'ils disent tous, monsieur Linwood. Mais ils tentent à l'oublier quand ils découvrent la tour. Linwood précipita son ange vers le fond de la rame. Je ne vis pas la collision, mais je la ressentis jusqu'à la moelle. Je me forçai à me lever, malgré la présence de 3 poltergeists qui sapaient mon énergie. Linwood était du genre taiseux, mais je savais qu'il les sentait lui aussi. Il s'efforça de fortifier son ange, tandis que l'invocateur reprenait la maîtrise des geistes. L'autre garde récitait une mélopée visant à contraindre les esprits à mourir complètement, à les envoyer dans un royaume hors de portée des voyants. L'ange frémit. Il fallait connaître son nom exact pour le bannir, mais tant que la psalmodie se poursuivrait, il demeurerait trop éprouvé pour protéger son hôte. Le sang me battait aux tempes. J'avais la gorge serrée, les doigts gourds. Si je n'agissais pas, nous serions capturés tous les deux. Je m'imaginais dans la tour, torturé puis mené à la potence. Je refusais de mourir ce jour-là. Quand les poltergeistes convergèrent vers Linwood, il m'arriva quelque chose d'étrange. Je me ruai mentalement vers les gardes, sentant leur esprit palpiter près du mien. 2 boules d'énergie frémissantes. J'entendis mon corps heurter le sol. J'avais simplement voulu les désorienter assez longtemps pour prendre la fuite. L'effet de surprise jouait en ma faveur. Ils me sous-estimaient. Les oracles isolés n'étaient pas dangereux. Moi si. Une vague noire de terreur me submergea. Mon esprit vola hors de mon corps, plongea droit sur le garde numéro 1. Sans même m'en rendre compte, je m'écrasai dans son territoire des rêves. Je ne rebondis pas dessus, mais je le perforai, le traversai, précipitant de la sorte son âme dans les terres, transformant son corps en une coquille vide. Et avant que son copain ait eu le temps de prendre conscience de la situation, il subit le même sort. Mon esprit retourna brusquement dans son enveloppe. Une douleur fulgurante éclata derrière mes yeux. Je n'avais encore jamais rien éprouvé d'aussi violent, comme si les poignards me transperçaient le crâne, comme si mon cerveau s'embrasait et qu'il faisait subitement si chaud que je ne pouvais ni voir ni bouger, ni penser. J'avais à peine conscience du sol poisseux de la rame sous ma joue. Quoi que je vienne d'accomplir, je n'étais pas pressé de réitérer l'expérience. Le métro tressauta. Nous devions approcher de la prochaine station. Je me hissai péniblement sur les coudes, sentant mes bras trembler sous l'effort. « Monsieur Linwood » Pas de réponse. Je rampai jusqu'à lui,
Lorsque la rame passa devant une lumière du tunnel, j'aperçus son visage. Mort. Les gestes avaient balayé son esprit. Sa carte d'identité gisait à côté de lui. William Linwood, 43 ans, 2 enfants dont l'un souffrant de mucoviscidose, marié, banquier, médium. Sa femme et ses enfants connaissaient-ils sa face cachée? Ou, amorotique, l'ignoraient-ils complètement? Je devais entonner la mélopée où son âme hanterait cette rame pour l'éternité. William Linwood, commençai-je, disparaissait dans les terres. Tout est en ordre. Les dettes sont réglées. Inutile d'errer parmi les vivants. L'esprit de Linwood flottait non loin de moi. L'éther chuchocha quand lui et son ange gardien disparurent. La voiture se ralluma. Ma trachée s'obstrua davantage. 2 autres corps jonchaient le sol. Je m'aidai de la main courante pour me remettre debout. Ma pomme était si moite que je parvenais à peine à le maintenir dessus. À quelques pas de moi, je gardais le numéro 1. À quelques pas de moi, le garde numéro 1 était allongé, inerte, un air de surprise gravé sur le visage. Je l'avais tué. J'avais tué un garde souterrain. Son compagnon n'avait pas eu cette chance. Étendu sur le sol, il contemplait le plafond. Un filet de bave lui dégoulinait sur le menton. Il convulsa légèrement quand je m'approchai de lui. Je fus une prise de frisson, tandis qu'un horrible goût de bile m'emplissait la bouche. Je n'avais pas repoussé son esprit assez loin. Il flottait encore quelque part, dans les tréfonds les plus sombres de son cerveau, dans l'un de ces endroits secrets et silencieux où aucun esprit ne devait jamais s'égarer. Il était devenu fou. Non, je l'avais rendu fou. Je serrai les dents. Je ne pouvais pas le laisser dans cet état. Même un garde souterrain ne méritait pas un sort pareil. Je plaçai mes mains froides sur ses épaules et m'armai de courage pour lui porter le coup de grâce. Il poussa un gémissement déchirant. « Tuez-moi » Je devais le faire, par miséricorde. Mais j'en étais incapable. Je ne pouvais pas l'achever de sang-froid. Lorsque le métro s'arrêta à la station 15C, j'étais debout derrière la porte. Le temps que les passagers suivants découvrent le corps, ils ne pouvaient plus me rattraper. Je marchais déjà dans la rue, la casquette rabattue au maximum pour dissimuler mon visage. Voilà, merci de m'avoir écouté, c'est la fin de ce premier chapitre. Et prochainement, le second chapitre qui s'intitulera La menteuse. Merci et bonne nuit.